Who is the best player you have played with or against in your career? Sans hésitation, Ronaldo. Ronaldo. Why? Why? C'est le the best. He's the best, tout simplement. Et c'est Zidane qui le dit. Et c'est avec le best, justement, que les libéraux font leur retour. La saison 3 démarre en trombe. On revient sur les plus belles années du plus grand joueur de notre enfance, Ronaldo. Quel bonheur de vous retrouver. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et oui, c'est la saison 3, mes chers amis des libéraux, qui reprend. Vous nous avez tellement manqué. Et ceux qui auront l'honneur de lancer cette nouvelle saison qui sera, je vous l'annonce, extraordinaire. Je dis ça chaque saison, mais cette fois, c'est pour de vrai. Eh bien, c'est mon acolyte de toujours, Gilles Christ. Salut à tous. Le Ronaldo des libéraux, Damas. Bonsoir à tous. Et le Aldaïr des libéraux, Raphaël Chader. Salut à tous. Alors, vous comprendrez dans les semaines qui suivent pourquoi j'ai parlé d'Aldaïr. Alors, tout simplement, vous vous posez la question, les libéraux parlent enfin de Ronaldo. Et oui, enfin, les libéraux parlent de Ronaldo. Entre guillemets, parce qu'on a déjà parlé de Ronaldo, si vous êtes des vrais fans des libéraux. Mais chez Chris, comment ça se fait qu'on a attendu aussi longtemps pour enfin parler de ce Ronaldo, celui qui est à l'origine de l'amour du foot des libéraux? Surtout parce on voulait attendre qu'il y ait du public pour nous écouter et pour encore plus nous écouter lors de cette troisième saison, parce que si on mettait tous nos sujets favoris en première saison, ça aurait été un peu compliqué de continuer. Mais surtout, c'est parce qu'on a envie aujourd'hui de parler, après 101 épisodes, de l'homme, de la vie de beaucoup de personnes, et de ce précurseur, que ce soit au niveau des performances, au niveau de la technique, au niveau du physique, au niveau même du marketing, sur un joueur hors norme et qui a bercé notre génération et qui est inévitablement le plus grand de cette période. En fait, il fallait qu'on soit mature pour pouvoir s'attaquer à ce morceau. Ce morceau, Damas, c'est l'homme de ta vie. En tout cas, il en fait grandement partie de plusieurs hommes de ma vie, parce que concrètement, il a été une illumination pour moi au travers de mon enfance. On a tous aimé le football. Pour ma part, ça commence à l'Euro 96, c'est vrai. Mais les matchs que diffusait TF1 par rapport à Ronaldo, notamment lors de la finale de la Coupe des Coupes 97, qu'on va forcément y revenir, a déjà commencé à me marquer. Et sans compter Canal+, qui a été l'une des fers de lance de Ronaldo pour nous, jeunes Français que nous étions. Et aujourd'hui, je peux le dire, Ronaldo me manque terriblement. Il suffit de voir simplement des épisodes sur YouTube, le nombre de personnes qui regardent Ronaldo, les vidéos, les dribbles, accélération, million minimum. Et c'est le million aussi que va faire les libéraux, notamment parce qu'il va être écouté par les supporters de l'Inter, comme toi, Raphaël. Parce que si on adore Ronaldo, il faut aussi dire qu'il est à l'origine de tous ces fans de l'Inter qui existent aujourd'hui. Hein, Raphaël, toi aussi, tu aimes l'Inter, tu aimes le football grâce à Ronaldo. Faut dire la vérité, les créateurs de PES, Moratti ont tous contribué à l'amour de l'Inter Milan pour la majorité des libéraux. Moi, à titre personnel, l'Inter Milan, c'est le premier maillot que j'ai eu avant même le maillot du PSG. C'est celui qui a le plus marqué mon enfance. C'est celui qui m'a donné l'envie de jouer au football à l'âge de mes 5 ans. C'est celui qui m'a donné envie de porter le numéro 9, de jouer attaquant, aimer le football tout simplement. Et c'est aussi grâce à lui que je suis avec vous aujourd'hui pour parler football, parce que c'est lui qui m'a transmis cet amour, et forcément il m'a transmis l'amour de l'Inter avec son numéro 10. D'abord, après le numéro 9. Ouais, mais le 10 d'abord. Mais si certains connaissaient déjà le football, comme Damas, quand même, Ronaldo fait partie de ceux qui les a maintenus dans ce sport que nous admirons tous. Alors, quand les libéraux commencent leur génération, entre guillemets, comme vous le savez, on date notre histoire en 1994. Et bien, en 1994, Ronaldo est déjà champion du monde. Donc, ça vous place un homme. Ça veut dire comment même où notre génération commence à apprécier le football, et ben Ronaldo il est déjà champion du monde. Voilà. Déjà. Donc, mais le Ronaldo que nous avons commencé à apprécier, à connaître, c'est pas forcément le Ronaldo de Grêmio de 93-94, mais c'était celui du PSV Eindhoven, Gilles Christ. On a de Cruzeiro. Oui, bien sûr, de Cruzeiro. Voilà, donc en fait, parce qu'en fait, je prends confusion parce que Ronaldo Assis, c'est Grêmio, donc pour Ronaldinho. Oui, c'est ça. Et parce que en plus de ça, c'est que Ronaldo s'appelle Ronaldinho. Vous allez le voir juste après pendant quelques matchs. Donc voilà, c'est l'épisode des confusions. C'est normal, c'est le premier de la saison. Alors là où il n'y a pas eu confusion, c'est du côté du PSV Eindhoven, Gilles Christ, qui a eu le flair d'aller chercher ce garçon. Oui, ils ont eu le flair d'aller le chercher, surtout sur les conseils d'un grand frère qui est, on va dire, je salue Tate, qui aime faire ce type de comparaison, le Mew. Donc Mew, c'est Romario, et Mewtwo, c'est Ronaldo. Et disons que c'est
Romario qui conseille déjà à Ronaldo d'aller aux Pays-Bas pour se forger en Europe et qui conseille le PSV Eindhoven de prendre ce phénomène qui a tout explosé au Brésil et qui est appelé à devenir le grand espoir du football mondial que le Brésil, comme le Brésil en a produit tant et tant au cours de ces dernières années. Et c'est vraiment un défi que le PSV Eindhoven se met en face de lui, parce que c'est vrai on va le voir qu'il va affronter l'un des plus grands Ajax de l'histoire Tout à fait. dans cette période-là. On y reviendra sur l'Ajax, parce qu'il y a quelque chose qui va alimenter toute la carrière de Ronaldo, en tout cas le Ronaldo des années 90, c'est qu'il va toujours dans le second club du pays dans lequel il est. On va en parler un peu plus profondément tout à l'heure. Raphaël, la première saison de Ronaldo aux Pays-Bas, elle est extraordinaire. Alors que tout à l'heure, Chris parlait de défi du PSV. Le défi, il est aussi du côté de Ronaldo. Il faut qu'il se montre prêt pour le football européen. Il faut qu'il se montre prêt. Il y a eu beaucoup de spéculations à son arrivée. Beaucoup doutaient de sa capacité à s'adapter au football européen. Et première saison, c'est quoi ? C'est 33 matchs, 30 buts. 12 buts devant Patrick Kluivert, l'enfant prodige du pays, qui en avait mis seulement, entre guillemets, 18. Donc c'est vraiment exceptionnel. Sur sa première saison, il inscrit notamment un triplé contre Leverkusen qui a été insuffisant malgré tout pour se qualifier par la suite. Mais il a fait taire toutes les critiques. En C3, oui, pardon, en C3, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais en tout cas, Ronaldo, moi personnellement, à ce que j'ai pu voir, son jeu n'avait pas du tout changé ou avait été modifié par rapport à ce qu'il produisait au Brésil. C'était percussion, première touche de balle vers l'avant, accélération, deuxième touche pour emmener la balle. Il élimine le gardien, les finitions glaciales. C'était le Ronaldo du Brésil importé à l'exactitude en Europe, et il faisait tout autant mal, et c'était ça qui était incroyable, sa capacité à s'adapter au schéma européen et surtout au football néerlandais qui était très élevé en termes de niveau à cette période de l'année. Ça reste effectivement un championnat entre guillemets intermédiaire, mais ça reste un grand championnat quand même, comme l'était aussi la Division 1 en France à l'époque. Donc ces prestations au PSV Eindhoven, ce sont des grandes prestations. Damas, Ronaldo a gardé son profil brésilien, mais il européanise son jeu d'un point de vue physique. Et c'est ce qui va l'accompagner sur sa deuxième saison aux Pays-Bas, qui va être aussi accompagné de certains pépins physiques, parce que peut-être Ronaldo grossit un peu trop vite. Un, il grossit un peu trop vite, et deux, on va dire que de la part de ses entraîneurs, de la part du coaching staff, mais également de la part de ses différentes instances, qu'on évitera de dire au niveau de certains équipementiers, va essayer de mettre en avant Ronaldo par tous les moyens, quel que soit le type de compétition, notamment aux Pays-Bas. Et au cours de cette deuxième saison, il est absent, Ronaldo. Il commence déjà à avoir certains soucis au niveau des genoux, au niveau des articulations. Il fait que 13 matchs. Il fait que 13 matchs, d'ailleurs. Il fait que 13 matchs. Alors, vous avez exactement le nombre de buts qu'il met au travers de ces 13 matchs, je crois. 12. Il met déjà 12 buts. Donc, ça prouve déjà qu'il est encore une fois performant malgré le peu de matchs qu'il ait pu effectuer au cours de cette saison-là. Et Ronaldo, concrètement, de la première saison jusqu'à concrètement la fin de notre période 99, c'est un nombre de matchs incalculable. Alors aux Pays-Bas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler de l'environnement néerlandais, parce qu'au-delà du football, il y a aussi le climat qui diffère totalement par rapport à son premier environnement familial qui était au Brésil, qu'on connaît, le schéma classique brésilien, le soleil, la samba, donc il change concrètement d'environnement. Et malgré ça, Ronaldo se plaint du froid, il est vrai, mais comme l'a bien dit Raphaël, il répond rapidement aux attentes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rarement vu un joueur avec ce type de profil, messieurs. Ronaldo, balle au pied, il vampirise toute la défense. On n'a pas rarement vu, on n'a jamais vu en fait. On n'a jamais vu. Mais je sais pas, moi, par exemple, un mec comme Romario, c'était c'était le même délire, mais c'est la version 1.0. Je disais Mewtwo pour les Pokémon, mais c'est ça. On est dans ce délire-là. Mais après, Ronaldo, c'est encore quelque chose d'encore plus impressionnant, en fait, parce que il y a la taille, il est grand. Il est donc il est frêle au début, mais il commence à devenir de plus en plus massif, de plus en plus rapide. Exact. Et c'est vraiment très impressionnant de voir ça aux Pays-Bas, même si c'est aux Pays-Bas en Eredivisie, de voir que il y a un phénomène qui est en train de grandir sur les terrains de jeu qui est un vrai crack, en fait, j'ai envie de dire.
Alors, justement, Mais Gilles, excuse-moi. Oui, excuse-moi Reda. Ce qu'il faut en plus rajouter par rapport à Ronaldo, c'est que ces accélérations sont répétées plusieurs fois pendant la rencontre. C'est-à-dire, dès la 10e minute, il va commencer à être intéressant. 20e encore, 40e, 65e. C'est extrêmement difficile de tenir ce genre de joueur tout le temps pendant la rencontre, messieurs. Donc à la 70e, tenir le coup après 4 accélérations que tu as dû faire face à face, sans compter la puissance physique du monsieur, à un moment, vous savez ce qui va se passer après. En tout cas, ce qui se passe sur ce moment-là, c'est que malgré cette deuxième saison en demi-teinte, ça reste quasiment un but par match pendant 56 matchs. Il y a aussi quelque part, Gilles Christ, une suspicion de consommation de stéroïdes anabolisants. C'est ce qui explique aussi que ce garçon devient musclé un peu trop vite. Et il joue énormément malgré cette deuxième saison au PSV Eindhoven. Et il continue de jouer encore une fois, tout à l'heure j'en parlais, aux Jeux Olympiques d'Atlanta avec ce nom Ronaldinho. Avec le recul, c'est peut-être de trop. Mais quand on se replonge à cette époque-là ou quand on se replonge dans ces matchs-là, eh ben en fait, on continue de découvrir que Ronaldo avec le Brésil, c'est toujours aussi beau. C'est encore aussi beau qu'avec le PSV Eindhoven. Bien sûr, c'est toujours aussi beau parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration pour le PSV Eindhoven parce qu'on a parlé de ces deux années où le PSV n'est pas forcément très transcendant en championnat sur la première saison. L'Ajax fait un doublé championnat Ligue des Champions en 95 alors que Ronaldo est le meilleur joueur. L'année suivante, voilà, c'est toujours l'Ajax qui fait forte impression aussi sur la scène européenne en allant en finale contre la Juve. Le PSV en est réduit à des miettes et aussi justement ce phénomène Ronaldo. Mais là, on se rend compte que la magie de Ronaldo, elle est faite au niveau de l'équipe du Brésil. Ronaldinho à Atlanta, qui est, on va dire, l'une des attractions des Jeux Olympiques. On parle de Perec, de Michael Johnson. Exact. David Douillet, il y a Ronaldo qui est la star de Nike qui se rend donc au jeu avec l'équipe du Brésil et c'est vrai que dans cet objectif que le Brésil a d'être champion olympique, chose qu'ils n'ont jamais été jusqu'à présent, avoir voilà ce petit qui est ils ont été champions olympiques. Ils ont été champions olympiques mais bien après. Oui, bien après. Donc du coup ça a été vraiment une quête qui a été très très longue avec plusieurs finales, 84, 88, là en 96 contre le Nigeria, voilà, même Ronaldo a échoué, s'est cassé les dents face sur le mur olympique, mais en tout cas il s'est fait un nom pour se dire tiens, maintenant, il est temps de faire en sorte que ce garçon puisse faire de choses plus sérieuses dans un championnat et une ligue plus relevée. Et aussi quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que malgré tous les matchs qu'il enchaîne, ce qu'il prend, consomme, etc. pour garder et avoir une musculature, en 95, Mario Zagallo, il le critique beaucoup, notamment auprès des médias pour son manque d'efficacité, et ce qui induit par la suite un statut de remplaçant lors de la Copa América 95 qui perd en finale contre l'Uruguay. L'Uruguay, tout à fait. Mais on parle de matchs enchaînés alors qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pendant cette Copa América. Donc imaginez s'il avait assumé son rang de titulaire lors de cette compétition. Effectivement, donc là, ça va se conjuguer par la suite, comme tu dirais, Reda, je pense. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire parce que jusqu'à présent, il a entre guillemets, il a échappé à cet enchaînement de matchs, mais c'est un enchaînement de matchs qui va traduire, qui va l'accompagner tout au long de la fin des années 90. Totalement. Les années 90, c'est aussi une révolution footballistique. C'est au moment où au moment où Ronaldo signe au FC Barcelone. Jusqu'à présent, on avait affaire à un talent extraordinaire, quand bien même champion du monde. Là, on a affaire, au meilleur joueur du monde. Ouais, on a affaire au meilleur joueur du monde. Quand il signe au PSV Eindhoven pour 6 millions de dollars, déjà, c'était une somme extraordinaire. Là, il signe au FC Barcelone pour 18 millions de dollars, donc le triple. C'était un record à l'époque. Et tout simplement, tous les clubs le voulaient. Il a choisi le FC Barcelone pour la raison qu'on connaît. Et dès le premier match, il claque un doublé au Camp Nou. Les supporters agissent les mouchoirs blancs, signification de grosses performances très rares à l'époque. Et ça, trop fort. Et il est trop fort. Et sa première saison, 34 buts en Liga, vainqueur de la Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne. Pichichi, évidemment, avec ses 34 buts, soulier d'or, même si je ne me trompe pas. Vainqueur de la C2. Mais qui est champion d'Espagne? Voilà. Il n'est pas champion d'Espagne, mais qui gagne notamment la Coupe des Coupes contre le Paris Saint-Germain en finale, où il marque l'unique but sur penalty avec le fameux fumigène. Je ne sais pas si vous avez vu
quand il tire le penalty, il y a un fumigène qui sort du Oui. COP parisien. Bref, j'ai toujours cette image en tête. Mais voilà, et puis cette Raphaël et année-là, Paris. et voilà, c'est ça. Mais cette saison-là, elle est extraordinaire. Et là, on commence à voir vraiment Ronaldo à l'échelle mondiale mettre des buts, partir du milieu de terrain contre Valence. J'ai des buts en tête contre Valence, et évidemment le but contre Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour moi, c'est le plus beau but de sa carrière. Clairement, un début, il part, tu ne peux rien faire, tu peux lui accrocher son maillot, tu peux le plaquer, il se relèvera, il prendra le ballon et il ira avoir la lucidité pour cadrer, marquer ou alors dribbler le gars. Enfin, c'est incroyable cette saison-là. Pour moi, c'est la meilleure saison de sa carrière pour moi. Alors, c'est la meilleure saison de sa carrière, mais on n'est pas champion tout seul. C'est ce qui se dit déjà à l'époque, parce que voilà, il est encore dans le second club du pays, pas comme c'était le cas aux Pays-Bas. Ce que tu disais tout à l'heure, Damas, sur le profil technique de Ronaldo au PSV Eindhoven, en fait, c'est x10 sur cette saison au FC Barcelone. Alors, en plus, c'est x10 et il faut prendre en compte également l'effectif du Barça qui entourait Ronaldo. C'est-à-dire, vous avez quand même de sacrés noms à ses côtés. Luis Enrique, Luis Figo, Pep Guardiola, Georges Popescu, Nadal, Fernando Couto, le Portugais, Vitor Baia, qu'on connaît. Stoichkov, ouais. Et bien entendu, Stoichkov, qui était encore là, bien entendu. Et concrètement, on se rend compte que Ronaldo est très bien entouré, mais que le Barça a clairement fait en sorte à ce que Ronaldo soit mis en avant au cours de cette saison, ce qui s'est parfaitement prouvé. Maintenant, en plus de ça, c'est vrai, encore une fois, il n'est pas champion d'Espagne de 2 points par rapport au Real Madrid, mais Souker et Raoul. des compétitions. Ah, mais oui. Gilles, tu tiens jusqu'au bout, toujours. Le Real. Mais à toutes les compétitions, Ronaldo répond présent. Alors déjà, par rapport au Ballon d'Or qu'il remporte en 97, il faut également dire qu'en 96, il finit 2e au classement du Ballon d'Or parce que Matthias Sammer, le Baron Rouge, comme je peux bien le nommer, joueur du Borussia Dortmund, finit premier avec 3 points seulement d'avance par rapport à Ronaldo. Hein. C'est 3 points d'avance. même. Je crois pense que ça se joue vraiment. Ça se joue à un point. Ah près, oui. je crois. À rien. Ouais. À rien, messieurs. À rien. Franchement, R9, il aurait pu faire le triplé, hein, 96, 97, 98. Ça aurait été possible. En tout cas, par rapport à Ronaldo, il est meilleur joueur FIFA au cours de l'année 96 et l'année 97, où il est clairement le meilleur joueur du monde. Et enfin, en 97, il remporte un titre qui est incontestable par rapport à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour faire le lien par rapport à notre enfance, c'est que nous, à l'époque, on regarde ça avec les grands yeux, on se dit waouh, un joueur qui élimine tout le monde, qui déballe tout le monde et qui est beau à regarder et qui attire même des gens qui n'aiment pas le football. Il faut le dire. Vous avez affaire à des personnes qui n'en ont rien à foutre du football et qui, à cause de Ronaldo, tournent les regards. Et on ne peut que le faire en même temps. Et puis, c'est quoi C'est 47 buts en 49 matchs à ce moment-là avec le FC Barcelone. Gilles Christ, moi j'ai 2 questions. D'abord, c'est quel regard on a sur ce match, sur cette saison-là quand on est l'ennemi, et puis surtout, pourquoi il ne reste pas? Déjà, le regard que l'on a, c'est qu'on se dit que voilà, on a aussi des talents. Voilà, j'avais dit Raoul, il y a aussi Souker qui ont été aussi très déterminants, Mijatovic qui ont été présents donc lors de cette saison-là pour le Real. Et c'est vrai que dans les confrontations directes, même si Ronaldo marque un but contre le Real, le Real n'a pas baissé la tête devant Ronaldo et a terminé champion. Donc du coup, il faut être plusieurs pour battre un joueur. Donc en gros, c'était ça, puisque quand on voit la tactique de Bobby Robson au Barça, c'était tout sur Ronaldo, alors que peut-être il y avait d'autres options au Real. Absolument. Qui faisaient que voilà, donc cette équipe avait peut-être plus de force en présence pour pouvoir être championne. Et après, pourquoi il reste pas? Encore une fois, hein, le Barça a encore montré sa compétence en termes de gestion de très grands joueurs. L'argent. Pour toujours l'argent, toujours ces problèmes-là, et au lieu de payer les meilleurs joueurs, et bon, ils l'ont compris par la suite avec leur joyau actuel, qu'il fallait payer les joueurs à la hauteur de leur talent, ce qu'ils n'avaient pas compris forcément pour Ronaldo, qui voulait réévaluer son contrat, à juste titre, après une saison pareille, où il a détruit tous les forecasts pour, si on doit parler en termes commerciaux, et donc du coup, il n'y a pas eu d'accord pour pouvoir faire prolonger Ronaldo, et l'Inter, encore une fois, je vais dire qu'avec un président comme Moratti, a vu l'opportunité de signer quand même un énorme joueur, et a vu l'opportunité et a cassé la tirelire et a sorti le chéquier pour ramener
cassé la Ronaldo, clause pour le aussi. championnat du Il a monde. cassé la clause aussi. Hein. Ah, bien sûr, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et justement, le Barça, encore une fois, ses problèmes de clause, on a Dans vu le que coup. toujours ces problèmes de clause à chaque mercato par rapport à un joueur brésilien. Comme Alors quoi. avant d'aller rejoindre les rangs de l'Inter Milan, il y a une Copa América qui se joue. On va pas s'attarder dessus parce qu'on en consacrera un podcast entier. Mais sachez tout simplement que Ronaldo finit deuxième meilleur buteur avec 5 buts et meilleur joueur de la compétition, en plus de remporter le titre. En marquant en finale un superbe but aussi. En ce qui concerne le choix Inter, c'est le fil rouge de mon intervention depuis le début, c'est qu'encore une fois, Gilles-Christ, tu rejoins le deuxième club du pays, voire le troisième. Le deuxième, voire le troisième, mais on va dire, disons que le deuxième, c'est à ce moment-là, puisque le Milan est en perte de vitesse, pour ne pas dire complètement cuit. Bon, c'est pour changer. Pour changer, effectivement. Mais voilà, il y a toujours un club qui est dominant et qui impressionne aussi en Europe, en Ligue des Champions notamment, c'est la Juve qui domine le championnat et qui domine aussi l'Europe avec plusieurs plusieurs finales à son actif. Et maintenant, Moratti, qui est arrivé 2 ans auparavant, a envie de briser cette hégémonie. Et cette hégémonie-là, il se dit qu'avec Ronaldo, le meilleur joueur du monde, on pourra la briser. La saison est incroyable, la première, Raphaël. Ouais, elle est incroyable. Déjà, sur le point de vue statistique individuel, 25 buts, deuxième meilleur buteur derrière Birov. Il remporte la C3, la Lazio de haute manière avec un magnifique but en finale. Une performance au Parc des Princes, des flip-flops sur la côté de touche, des gestes techniques, de l'efficacité, des beaux buts. Une très très grande saison qui s'est ponctuée par une deuxième place amère avec le match Juve-Inter avec le fameux match. Quel match Juve-Inter. Voilà le Juventini qui nie encore. Ah là. En tout cas, il y a eu de grosses suspicions. Juventino, pardon. Et les Juventini. Ronaldo qui rate le titre de très peu. C'était pas comme s'il ne méritait pas. Bon, on va pas revenir sur les détails, mais hormis ce détail qui a manqué pour faire le triplé. Les détails, ils aiment bien ça à l'Inter. Ah, mais c'est comme ça. Hein. C'est là où on reconnaît les grands clubs et les très grands clubs, malheureusement. Raphaël qui commence à baisser la garde. Non, mais faut rester lucide. Un élan de lucidité. Mais les détails aussi, on peut les contrecarrer volontairement. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails. Messieurs. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que tout à l'heure, on disait que ce moment où on devient tous fans de football, ou en tout cas, si on l'est déjà, ce moment où on reste amoureux du football, c'est pour cette première saison, Damas, de Ronaldo. Il faut dire la vérité. Franchement, cette ère concernant Ronaldo, en tant qu'amoureux du football, il a quand même eu pas mal de personnes qui ont critiqué son arrivée en Italie en disant est-ce qu'il va réussir en Italie par rapport au championnat et aux caractéristiques du championnat italien qu'on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que même au travers d'une défense resserrée, Ronaldo arrive quand même à être très dangereux et a toujours resté performant. Il faut savoir comment évolue l'Inter. Hein. On sait tous que l'Inter, à cette époque-là, n'était pas une équipe collectivement qui était très forte. On sait très bien qu'au niveau des individualités, rien à dire. Mais au niveau collectif, tout le monde le sait autour de cette table, messieurs, l'Inter est très une nouveauté. Mais Damas, au final, Ronaldo, il retrouve un peu ce qu'il avait en sélection, c'est-à-dire un duo d'attaque avec Zamorano à l'époque. Et quand tu regardes bien, très franchement, Ronaldo et Zamorano se retrouvaient les yeux fermés. Attends, mais t'as pas honte de dire des choses comme ça? T'as pas honte de dire des choses comme ça? Pourquoi? Je ne parle pas de Zamorano, là. Laissez Zamorano tranquille. Je parle de l'ensemble de l'équipe de l'Inter. On sait qu'au niveau collectif, l'Inter a toujours souffert. On le sait. Et Ronaldo, malgré ça, a couvert les faiblesses de l'Inter par le génie qu'il est. Concrètement, Ronaldo, défense resserrée, nous a montré qu'il savait dribbler dans des petits espaces. Et c'est ça qui est intéressant par rapport aux autres neufs de sa catégorie. On savait déjà qu'il était déjà au-dessus, il l'avait prouvé notamment par rapport à Kluivert, mais également par rapport aux autres joueurs de sa génération, où Ronaldo arrive à dribbler sur 5 à 6 mètres. Pardon, Gilles Christ, ce génie du football, on a attendu combien de temps avant de le voir en C1? Disons qu'on attend la saison 98-99. C'est beaucoup quand on y repense. Hein. C'est énorme, mais en plus, c'est parce que voilà, on commence à ouvrir la compétition au deuxième et troisième de championnat. Sinon, si on devait attendre que l'Inter soit championne d'Italie, on aurait encore attendu. Mais voilà, ça c'est gratuit. Mais en fait, c'est pour dire qu'en fait, on est dans une période où, paradoxalement, on sait tous que Ronaldo c'est le meilleur. Mais Ronaldo n'est pas le champion.
Ça a été le Exact. problème aussi de pas mal de joueurs, notamment dans l'ère moderne. Je pense à Messi pour certaines compétitions, notamment en sélection nationale. Et justement, pourquoi on dit que c'est le meilleur? C'est parce que moi, je pense que la renommée de Ronaldo ne se fait pas en club, elle se fait clairement en sélection. Et c'est cette sélection brésilienne qui donne toute la magie de Ronaldo et qui le met au sommet des autres parce qu'il a réussi à gagner des compétitions, et en plus au pluriel, des compétitions internationales avec le maillot jaune de la Seleção, un maillot mythique avec un joueur mythique. Ça donne voilà quoi, une légende. Alors, avant de parler de toutes les compétitions possibles en un. avant d'aller plus loin et justement de revenir sur ce moment qui nous a tous marqués concernant Ronaldo et qui va aussi clôturer la période qu'on lui consacre. Mais avant cette saison 98-99, il y a aussi un épisode important dans sa carrière, c'est la Coupe du Monde 98 Damas, où il fait un tournoi exceptionnel. Et pourtant, il y a ce match. Alors, il ne faut pas en parler beaucoup parce qu'on a déjà un podcast qui revient sur le match France-Brésil 98. Mais c'était le tournoi de Ronaldo, quand bien même c'est en France. Mais il est au-dessus. Voilà. C'est là où il faut en parler, Reda. Il faut qu'on en parle. N'ayons pas peur de dire les mots, messieurs. Ronaldo est déjà un produit marketing colossal. Oui. Juillet 98. On va même parler avant même juillet 98. Est-ce qu'on se souvient tous de l'événement Nike Park à la Défense? Est-ce que vous vous souvenez tous moi je m'en souviens. Moi j'y étais, moi, au Nike Park. Ouais. Exceptionnel, il faut qu'on en parle, Gilles. Magnifique. L'équipe brésilienne est venue plusieurs fois voir plusieurs jeunes au contact des Franciliens. On peut dire plus loin, des Français. Et ça a concrètement rajouté une magie à Ronaldo. Alors forcément, quand on dit Nike Park, quel est une le magie ou de la fatigue? Nike. C'est Nike. Disons-le, Nike. Oui. Et Nike a clairement poussé le bouchon très loin pour que Ronaldo soit présent. Et il le fallait. Concrètement, pour nous, jeunes enfants, il le fait. Mais vous connaissez au par rapport à l'état de forme de Ronaldo. Oui, Raphaël, vas-y. Les retentissants des contrats aussi entre Nike et la fédération brésilienne, 160 millions de dollars, organiser plus de 50 matchs amicaux, au moins 3 par an. Ça, on en parle. Ça aussi, je veux pas couper l'herbe sous le pied, mais ça aussi, on en parlera dans un podcast très bientôt. Exact. Parce que c'est ce qui va faire la renommée de ce Brésil-là, dont on va consacrer un podcast très intéressant. Mais cette mainmise de Nike sur la Confédération brésilienne, c'est aussi une mainmise de Nike sur Ronaldo. Et il y a aussi ces questions autour de est-ce qu'on a forcé ce joueur, Gilles-Christ, à jouer cette finale? Mais franchement, la réponse est dans la question. On a forcé, effectivement, parce que quand vous voyez que dans le cadre de cet accord, que Ronaldo allait jouer à une semaine de la Coupe du Monde un match contre Andorre à Saint-Ouen, contre Andorre, mais c'est ridicule. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et que 3 jours avant, il avait joué un match aussi à Athletic Bilbao Brésil. Voilà, des matchs club sélection, des matchs qui n'avaient, on va dire, pour l'argent et qui n'avait aucun sens. Il arrive au bout parce que c'est vrai qu'on dit il y a quelque chose qui choque aussi et que sur lequel peut-être Nike a un peu poussé, peut-être influé, c'est que Ronaldo entre 96 et 98 jusqu'au 12 juillet, donc dans cette période-là, il joue 130 matchs en 2 ans. C'est catastrophique. C'est effectivement, et c'est dans une époque où justement aucun joueur n'avait donc le physique pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on arrive à le faire avec encore difficulté, mais voilà, il arrive au bout du bout. Mais pourtant, quand tu regardes la Coupe du Monde qu'il fait, excusez-moi les mecs, mais il est là. Il est premier, sans deuxième. Il est exceptionnel. Il commence doucement en premier tour. Il monte en régime en 8e de finale. Il est pas bon. Même s'il donne 2 passes décisives contre le Danemark, après contre les Pays-Bas, il est au sommet de son art. Quel match! Il est au sommet de son art. Quel but! Et justement, on comprend pas. Et on comprend pas que le 12 juillet, que ce joueur-là qui a fait ce match-là en demi-finale, soit un fantôme. Un fantôme. Et voilà, j'ai l'impression que on a volé l'âme de Ronaldo ce jour-là, et je ne sais pas qui l'a volé. Alors, est-ce que c'est Nike? Est-ce que c'est Pirelli? Est-ce que ce sont les 2 agents qui l'accompagnaient depuis son plus jeune âge? Est-ce que ce sont les tabloïds? Est-ce que c'est l'Inter? En tout cas, il y a énormément de... Voilà, je l'ai dit, il faut le dire, oui. Il faut le dire, mais c'est toi qui le dis. En tout cas, il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de gens qui avaient énormément d'intérêt autour de ce garçon. Absolument. Et tu parlais tout à l'heure de ces nombreux matchs qu'il a joué, Gilles Christ, et à un moment donné, il fallait que ça fasse crack. Et ça a fait crack. Ça a fait crack 2 fois, d'ailleurs, 2 fois de manière très grave. Il y a ce match contre Lecce le 21 novembre 1999 où Ronaldo est stoppé net. Mais le moment qui nous a tous marqués, c'est son retour. Son retour à l'Olympico, à Rome, le 12 avril 2000. On est tous contents de revoir Ronaldo. Première touche de balle puisqu'il rentre en jeu, il fait du Ronaldo en fait, donc il accélère, passement de jambes, et en fait son corps lui a dit mais t'as rien compris, il fallait arrêter de faire du Ronaldo parce qu'on peut plus suivre, et ça a fait crack. Franchement, on se rappelle tous du JT de 20h, il faisait la une de tous les journaux télévisés, etc. La tête de Lippi, de Simone, même la tête Manucci, de Ronaldo, même Nesta, Nesta et KO. Nesta, Alessandro Nesta et KO. Ils ont vu un assassinat. Non, mais quand Ronaldo est au sol, il tient son genou, la tête qui fait, mais on a tous envie de pleurer avec lui. C'est horrible. Clairement. C'est horrible. Mais franchement, dites-vous, en plus, à l'époque, c'est vrai que dans le journal de 20h, Patrick Poivre d'Arvor annonce la blessure de Ronaldo. Exact. Pour vous dire que on est dans quelque chose qui devient un phénomène vraiment au-delà du football. Et tout le monde se souvient, même ma mère se souvient. Et c'est pour ça, en fait, que tu vois, c'est ce type de joueur, en fait, où il y en a un par génération, pour ne pas dire un par décennie, pour ne pas dire un tous les 20 ans. C'est parce que c'est des gens qui ont marqué, parce que Nike, parce que pas mal de choses, mais qui même dans leur déchéance, il y a un côté incroyable et qui fait qu'on a les grands yeux dessus. Moi, en fait, j'ai l'impression, vous me dites si vous avez la même lecture que moi, mais c'est un parallèle entre guillemets biblique, mais c'est comme si le dieu du football nous avait punis pour l'excès qu'on avait autour de Ronaldo. Et quand je parle d'excès, Ronaldo, il occupe des chapitres immenses dans toutes les recherches faites vis-à-vis du dopage, sur la manière dont les gens l'ont rempli, l'ont gavé comme une noix d'anti-inflammatoires, de tellement de choses pour qu'il continue à jouer encore et encore et encore et encore parce qu'il se représentait beaucoup trop d'argent. Et en fait, il fallait que ça fasse crack pour la santé de ce joueur, peut-être, et puis pour la santé du football. Ce qui est en fait, et aussi une chose qu'il faut rajouter, c'est que, comme tu disais, Reda, les gens ont abusé. En fait, on n'était pas prêt à avoir un tel produit, un tel prototype qu'on voulait l'user jusqu'à la moelle, oui. Jusqu'à la moelle. On l'a essoré. Et carrément, ça allait jusqu'à des comportements ubuesques. Il y avait Luxembourgo qui disait en 99 que Ronaldo il portait des couches, apparemment, à cause des effets secondaires qui étaient liés à son traitement contre son surpoids. Ça, c'est terrible ce que tu dis. Mais c'était lié, en fait, à tout ce qu'il prenait, comme produit. Tout ce qu'il produisait, tous ses efforts, etc. Il devait le compenser, et tout ça faisait que, en fait, sa vie en était bouleversée au point de mettre des couches, au point d'être fragile à ce point-là et de détruire sa santé. Raphaël, tu as utilisé un mot très fort dans tes propos, tu as utilisé le mot produit. Ronaldo a déjà été qualifié comme étant un produit avec les 2 agents véreux. On va de suite dire les noms, Alexandre Martins et Reynaldo Pita, qui ont clairement piqué ce monsieur à la formation de Jairzinho, qui avait déjà repéré Ronaldo à l'époque dès le Brésil, et ils ont immédiatement signé avec Ronaldo, qui était donc à la main de ces 2 agents. Il faut également préciser que Ronaldo a pleuré à chaudes larmes auprès de Gaspard, selon les propos du vice-président barcelonais à l'Inter Milan. Encore une fois, Raphaël va dire « pas grave, Ronaldo pleure, il vient chez nous ». Mais ce qui s'est passé, c'est que quand Ronaldo a même payé, il a payé les 28 millions d'euros, qu'il faut préciser en termes de transfert, qui avait vraiment fait un grand bris et également une masse pas possible, parce que le nombre d'abonnés a été multiplié, je crois, par 1,5 en passant de 30 000 à plus de 45 000. Enfin bref, c'était de la folie. Mais on n'avait pas les yeux ouverts sur concrètement tous les accords commerciaux qu'il y avait derrière Ronaldo, parce que Pirelli a aussi signé avec Ronaldo. C'est-à-dire que même l'Inter de Milan, qui avait aussi des enjeux sportifs, mais des enjeux commerciaux, financiers et consorts, était également élevé, parce que Pirelli est sous l'égide de Monsieur Moretti, je sais même plus c'est quoi, peu importe. Mais là, ce qu'il en est, suspect. Incroyable. Et concernant, pour terminer avec Ronaldo, nous on le regardait avec des yeux d'amour, avec des yeux angéliques. On n'avait pas vu la grosse bête qu'il y avait derrière, qui repose l'économie mondiale. Oui, c'est une des premières stars, en tout cas une des premières stars brésiliennes à s'être fait
essoré par le système européen. Finalement, c'est aussi ça, Ronaldo, c'est la grandeur du football et aussi tous les travers du football qui ont continué à exploser justement après Larry Bosman et la deuxième partie des années 90. On n'a pas parlé aussi de la Copa América 99, c'est normal, on en parlera aussi dans le podcast dans un podcast très bientôt. On va terminer ce podcast, Gilles Christ. On va pas revenir sur ce que Ronaldo va être après son retour des blessures au 3e millénaire, avec cette fameuse Coupe du Monde 2002 dont on a déjà parlé encore une fois dans les libéraux, la fin de sa carrière qui va le suivre, qui va la finir comme un sénateur. Et Ronaldo ne va jamais être égratigné dans son image parce que en fait il a trop donné aux amoureux du football entre 93 et 2000 et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens, et notamment de notre génération, le considèrent comme le plus grand de tous les temps. Et ça ne veut pas rentrer dans leur tête que c'est peut-être pas le cas. Non, oui, ça veut pas. Surtout quand on voit l'ensemble de la carrière. Je sais que Reda, t'as moins de mesures pour dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de lui sur l'ensemble de la carrière, mais après, c'est vrai qu'il a eu un pic sur cette période, personne. Où personne n'a atteint ce niveau-là. Après, c'est vrai que ça ne se voit pas forcément au niveau du palmarès en club, que ça ne se voit pas forcément aussi au niveau aussi de la reconnaissance au niveau européen. Mais après, c'est vrai que ça se voit un peu plus sur la renommée du Brésil et ça se voit clairement sur le bonheur qu'il a donné dans les yeux des gens et qui n'avaient pas forcément vu toute l'attraction qu'il était, on va dire cette phase qui est ce côté face de Ronaldo que les gens n'ont pas voulu voir et qui en fait fait en sorte que on a toujours rêvé grâce à lui et qui fait que il garde une trace indélébile qui fait que maintenant on peut dire que c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est pour beaucoup. C'est le meilleur joueur des années 90, Raphaël. Tout simplement. Il n'y a même pas débat. Franchement, c'est le meilleur haut la main. Tamaz, je te laisse finir ce podcast. Je sais à quel point tu aimes Ronaldo, peut-être bien plus que nous tous. Ronaldo, quelque part, c'est ce qui fait la grandeur de sa carrière, c'est aussi la dramaturgie qui lui incombe. Et finalement, c'est ce qui fait que c'est une belle histoire. 1, c'est une belle histoire. Et 2, on a affaire à une personne qui s'est élevée au-dessus de son sport. Ronaldo, concrètement, on peut le mettre à la même échelle que Michael Jordan au niveau du basket. Ce que Nike a très bien compris quand il fallait le signer. Et encore aujourd'hui, il amène une nostalgie qui est incroyable malgré son absence. Ronaldo le sait. Ronaldo en est pleinement conscient de ça auprès de l'effet qu'il produit encore aujourd'hui. Mais il est aussi conscient parce qu'il a plusieurs fois mentionné qu'au cours de ma période en tant que joueur, les spectateurs et les amoureux du football se sont régalés et il a plusieurs fois critiqué cette nouvelle génération dans laquelle il ne se reconnaît pas ainsi que nous-mêmes, ce qui explique pourquoi des libéraux et pour Ronaldo. Eh oui, merci Ronaldo pour nous avoir rassemblés autour de ce magnifique sport. Et c'est grâce à Ronaldo qu'aujourd'hui on se retrouve autour d'un micro et c'est grâce à Ronaldo aujourd'hui qu'on commence notre saison 3. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.